Au début du XXe siècle, le royaume d'Italie possédait, à l'instar de beaucoup de pays européens comme la France, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne, des colonies en Afrique. À l'époque, on appelait ça l'Afrique orientale, et ça s'étendait de la Somalie à la Libye. La seule exception parmi tout ça, c'était l'Éthiopie qu'on appelait encore l'Abyssinie à l'époque. La propagande coloniale italienne mettait en scène la sexualité des Érythréennes et des femmes d'Afrique de l'Est comme débauchées, débridées, un espèce de paradis pour les colons qui n'avaient pas le droit d'amener leurs femmes avec eux. Pour persuader la population italienne et éviter qu'elle ne se pose trop de questions par rapport à la colonisation, les cartes postales envoyées d'Érythrée, qui je le rappelle était encore le seul média ouvert sur le monde, c'était les cartes postales, c'était les journaux, on montrait des femmes du peuple bilène et du peuple somali, de façon à ce qu'elles aient les seins nus, et si possible assez sensuelles, qui se touchent entre elles, etc. Pour vous montrer la différence entre les photos des colons et la réelle tenue traditionnelle des Somalis, des bilènes et des autres peuples de cette région-là, à gauche vous avez les Somalis selon les colons, à droite vous avez les véritables tenues traditionnelles des Somalis. Cette sexualisation va alors amener à ce qu'on appelle le madamato. Qu'est-ce que c'est le madamato ? Eh bien, le madamato, ça consistait pour un militaire italien à prendre comme femme une jeune fille dite indigène pour avoir des relations sexuelles avec elle. La pratique était assez courante et a été même encouragée par le régime fasciste dans les années 1930 pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons sanitaires. Les prostituées étaient considérées comme étant des femmes sales, porteuses de maladies, et étaient donc considérées comme des menaces pour l'armée et la stabilité des colonies italiennes. Il fallait donc plutôt privilégier d'autres personnes, des personnes qui n'avaient pas été touchées. Ensuite, pour des raisons de stabilité de vie. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les militaires n'avaient pas le droit d'amener leurs femmes en Érythrée. Et comme ils n'avaient pas le droit d'aller voir des prostituées, ou du moins c'était très déconseillé, ils se mariaient pour une durée déterminée avec des indigènes. Et enfin, la dernière raison, le madamato existait pour respecter une relation de hiérarchie avec leurs supérieurs. Avoir recours à une même prostituée annulait le rapport de classe entre eux et discréditait l'officier par rapport à son inférieur selon la hiérarchie militaire. Donc, en gros, chacun sa femme. Le concept de madamato est assez large, et il faut d'abord faire la distinction par rapport à deux choses. Le mariage officiel, qui découle d'une véritable relation amoureuse entre une femme indigène et un militaire italien, et des relations imposées, qui résultent donc d'un abus de pouvoir de la part du militaire sur la femme indigène. D'abord, on peut parler un peu du mariage. Ce serait faux, complètement faux, d'affirmer qu'il n'y a jamais eu de relation voulue entre une femme indigène et un colon italien. Des histoires d'amour ont réellement existé et des mariages ont vraiment pu être célébrés. Par exemple, on peut donner celui de l'activiste féministe Elvira Banotti, dont le grand-père italien se maria à une érythréenne. Les mariages étaient reconnus, mais la propagande et le pouvoir italien en place dépossédaient les mères érythréennes de tous les droits sur les enfants nés de ces mariages mixtes. Et les hommes qui les mariaient étaient reconnus comme des insabbiati, des ensablés. Selon la propagande coloniale, les femmes érythréennes étaient dénuées de toute pudeur, de toute morale, et on ne pouvait être absolument sûr, en tant que blanc, que son enfant était bien le sien. Donc le militaire italien avait absolument le droit de refuser ses droits paternels ou ses devoirs paternels s'il en avait. Donc quand les pères revenaient en Italie, après une durée assez déterminée, la grande majorité abandonnait leurs enfants, qu'ils considéraient comme le fruit d'une relation ou d'une aventure assez oubliable au final. Seuls les enfants dont les parents avaient fait une démarche pour reconnaître la citoyenneté italienne pouvaient espérer être reconnus officiellement, et autant vous dire que c'est très peu. Souvent avant de partir d'ailleurs, les colons italiens laissaient à leurs femmes une maison et une somme d'argent et plaçaient leurs enfants dans ces institutions catholiques italiennes. Mais là-bas, les mères étaient totalement dépossédées de leurs droits sur leurs enfants. Et elles n'étaient même pas autorisées à revoir leurs enfants jusqu'à leurs 17 ans. Rajoutons à ça que les missions catholiques élevaient les enfants dans une optique de détruire la culture érythréenne dans laquelle ils avaient vécu. Ils n'avaient pas le droit de parler autre chose que l'italien, de pratiquer
autre chose que le catholicisme, ne connaissaient que l'histoire de l'Italie, et on leur faisait croire qu'ils étaient des sous-citoyens dans la société italienne. Et même avec tout ça, ils n'étaient même pas certains d'obtenir la citoyenneté italienne. D'ailleurs, dès son arrivée au pouvoir, le fascisme interdira la reconnaissance des métis italo-érythréens, considérés comme des espèces d'hybrides, les Est-Africains étant pour eux une race inférieure. Tout ça, c'est ce qui concerne le mariage, mais malheureusement, il existe aussi tout ce qui concerne les sévices sexuels. Pendant la colonisation italienne et la guerre d'Éthiopie, je vous rappelle que c'est de 1936 à 1941, beaucoup de militaires fascistes italiens ont eu recours à une tradition amara pour justifier leurs abus, et ce dans toute la région de l'Est de l'Afrique. Vous remarquerez d'abord qu'il existe plus de 80 peuples aux mœurs, langues et coutumes différentes, donc utiliser une tradition d'un seul peuple, c'était surtout un prétexte, mais il faut rajouter quelques petits mots sur cette fameuse tradition. Alors pour ceux qui ne savent pas, la culture amara possède 3 sortes de mariage. Le kurban, le kalkidan et le damos. Kurban, c'est un acte religieux, c'est vraiment un mariage religieux, on ne peut pas divorcer, c'est une union de 2 personnes devant Dieu. Donc c'est extrêmement sacré, c'est la forme de mariage la moins utilisée d'ailleurs. Ensuite, vous avez le kaikidan, ou semanya, qui est la forme la plus courante. C'est un mariage beaucoup plus civil, entre guillemets, avec ce qu'on appelle un espèce de contrat de mariage, avec si le marié, par exemple, trahit la promesse qu'il a faite devant l'autel à sa femme, il sera condamné à payer une amende. Le divorce, par exemple, est autorisé, mais par contre, il faut qu'il y ait une division égale des biens. C'est quelque chose de beaucoup plus formel pour le coup, et c'est la plus utilisée, justement. Par contre, le damos, c'est la fameuse tradition qu'utilisaient les colons, c'est la forme de mariage la moins bien vue. En fait, cette forme de mariage, c'est un peu comme un espèce de contrat de travail. On paye une espèce de somme d'argent à une femme pour la marier, pour qu'elle s'occupe des enfants, de la maison, etc. Mais c'est quelque chose de très court. C'est 2 mois maximum environ. C'est un espèce de contrat oral. C'est très très douteux comme forme de mariage. D'ailleurs, c'est la moins utilisée et la moins bien vue. C'est une pratique qui d'ailleurs avait été interdite au milieu du 19e siècle à cause des problèmes de trafic d'êtres humains, ce genre de choses, puisque visiblement, c'est assez simple de profiter de quelqu'un, de profiter d'une jeune fille. Si vous la mariez 2 mois, oui, elle est mariée, mais à la fin des 2 mois, il n'empêche qu'elle est seule, finalement. Cette fameuse tradition, malheureusement, continuait d'être pratiquée et appliquée. C'est d'ailleurs cette pratique, comme je le disais, qui avait été utilisée par les colons italiens pour justifier leur mariage avec des jeunes filles. Et d'ailleurs, parlons-en de ces jeunes filles, parce que là, je vous parle de jeunes filles, mais je devrais plutôt parler de petites filles. Parce que l'âge des enfants, finalement, était autour de 12 ans. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est celui d'Indro Montanelli. C'est un écrivain italien. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce qu'il est très connu pour sa participation à la guerre d'Espagne et son combat contre le fascisme. Il a fini par s'engager dans la guerre, ce qu'on appelle du coup la campagne d'Éthiopie. C'est quand les Italiens sont partis en Éthiopie pour essayer d'envahir. Il se trouve qu'en 1936, il a épousé une petite fille de 12 ans dans la région du Wello, qu'il a épousée d'ailleurs pour la modique somme de 500 lires de l'époque, soit l'équivalent de 26 centimes d'euros actuels. Il existe des cas aussi d'adoption illégale, où les militaires italiens adoptaient des petites filles érythréennes de milieux extrêmement pauvres pour abuser sexuellement d'elles, pour prendre des photos d'elles dans des positions extrêmement dénudées, les réduire en esclavage, toutes ces choses-là. Ces jeunes filles, il faut le rappeler, il faut le comprendre, étaient abusées sexuellement, étaient stigmatisées par la société, abandonnées à leur sort et oubliées par le temps. Ce cas de figure a existé dans les colonies françaises, espagnoles, anglaises, et malheureusement, il ne reste de ces jeunes filles que des photos de leur corps, de leurs expressions de visage un peu perdues, effacant tout ce qu'elles ont été, tout ce qu'elles auraient pu être, finalement, jusqu'à leur propre humanité. Parce que, qui étaient-elles, finalement? Quel était leur nom? Quels étaient leurs rêves? Voilà, c'était une petite vidéo pour parler un petit peu de ce qu'on appelle du coup le Madamato. Je rappelle que c'était des atrocités, sincèrement, que c'est une histoire certes passée, mais que c'est une histoire qui mérite
d'être exprimée.